La nuit du 20 février 2016 commença comme n'importe quelle autre soirée d'hiver à Kalamazoo, Michigan. Les rues étaient calmes, couvertes d'une fine couche de neige qui tombait doucement sous les lampadaires. Cette ville de taille moyenne, connue pour son atmosphère universitaire et ses quartiers paisibles, n'avait rien de particulier qui la distinguait des centaines d'autres villes du Midwest américain. Personne n'aurait pu prédire que cette nuit ordinaire marquerait le début d'une série d'événements qui entraient Kalamazoo pour les années à venir. À 17h42, le premier appel d'urgence parvint au centre de répartition du 911 de Kalamazoo. Une voix paniquée signalait des coups de feu dans le stationnement du concessionnaire automobile Sealier Kia, situé sur Stadium Drive. Lorsque les premiers policiers arrivèrent sur les lieux, ils découvrirent une scène qui défierait leur expérience professionnelle. Un homme et une femme, plus tard identifiés comme Tyler Hudson et Melissa Parker, gisaient à côté de leur véhicule. Hudson était décédé sur place, tandis que Parker, grièvement blessée, fut transportée d'urgence à l'hôpital Bronson Methodist, où elle succomba à ses blessures quelques heures plus tard. Les témoins présents ce soir-là n'avaient pas grand-chose à offrir aux enquêteurs. Un employé du concessionnaire avait aperçu une berline sombre s'éloigner du stationnement, mais n'avait pas pu identifier le modèle exact ni relever la plaque d'immatriculation. Les caméras de sécurité, mal positionnées, n'avaient capturé que des images floues et partielles du véhicule en question. Nous avons d'abord pensé à un crime passionnel ou à un règlement de compte, expliqua plus tard le lieutenant Rachel Sandoval, première responsable sur la scène. Rien n'indiquait que nous étions face au début d'une série de meurtres aléatoires. Alors que les enquêteurs tentaient de comprendre ce qui s'était passé au concessionnaire, un autre appel d'urgence retentit à 22h08. Cette fois, la situation était encore plus grave. Au restaurant Cracker Barrel sur 9th Street, à environ 8 km du premier incident, plusieurs personnes avaient été abattues dans le stationnement. Les victimes, la famille Crawford, Richard, 74 ans, sa fille Abigail, 49 ans, et son fils Zachary, 23 ans, n'avaient eu aucune chance. Tous trois avaient été tués alors qu'ils regagnaient leur véhicule après un dîner en famille. Une serveuse du restaurant, qui venait de terminer son service, avait vu une voiture s'arrêter près de la famille Crawford. Le conducteur avait échangé quelques mots avec eux avant d'ouvrir le feu, sans avertissement. Elle décrivit l'assaillant comme un homme d'âge moyen, calme et méthodique dans ses actions. La description du véhicule correspondait à celle fournie par le témoin du concessionnaire, une berline sombre, possiblement une Chevrolet. La ville de Kalamazoo se trouvait maintenant en état d'alerte maximale. Des barrages routiers furent établis sur les principales artères, et toutes les unités disponibles furent mobilisées. Les médias locaux commencèrent à diffuser des bulletins spéciaux avertissant les résidents de rester chez eux. C'était une situation sans précédent pour notre département, commenta le chef de police Ian Morrison lors d'une conférence de presse ultérieure. Nous avions 5 victimes en l'espace de quelques heures, sans motif apparent et pratiquement aucun indice solide. Mais le cauchemar n'était pas terminé. À 22h24, alors que les équipes d'intervention se déployaient autour du Cracker Barrel, un troisième appel d'urgence fut reçu. Cette fois, les tirs avaient eu lieu devant le complexe résidentiel Meadows Townhomes, à environ 3 km du restaurant. La victime, Eleanor Walton, une veuve de 68 ans, avait été abattue alors qu'elle rentrait chez elle après avoir rendu visite à sa sœur. Un voisin, qui avait entendu les coups de feu et s'était précipité à sa fenêtre, avait eu le temps d'apercevoir une berline sombre s'éloigner. En l'espace de 5 heures, 6 personnes avaient perdu la vie à Kalamazoo. Les victimes n'avaient aucun lien entre elles, venaient de milieux différents et se trouvaient dans des endroits distincts de la ville. Le seul point commun, toutes avaient été abattues par ce qui semblait être la même arme, et selon les témoins, par le même homme conduisant le même véhicule. L'aube du 21 février révéla une ville transformée. Les rues habituellement animées de Kalamazoo étaient presque désertes. Les écoles annoncèrent leur fermeture, de nombreuses entreprises décidèrent de ne pas ouvrir, et ceux qui devaient absolument sortir le faisaient avec appréhension, scrutant nerveusement les alentours.
Au quartier général de la police, une salle de crise fut établie. Le FBI fut contacté et une équipe d'agents spécialisés dans les tueurs en série arriva dans l'après-midi. Des psychologues criminels commencèrent à élaborer un profil du suspect, tandis que des techniciens analysaient les maigres preuves récoltées sur les scènes de crime. Les premières analyses balistiques confirmèrent que toutes les victimes avaient été tuées par la même arme, un pistolet semi-automatique de calibre 9 mm. Les douilles retrouvées sur les lieux correspondaient à des munitions standards, facilement accessibles dans n'importe quel magasin d'armes. Les trajectoires des balles indiquaient que le tireur était expérimenté, capable de viser avec précision même dans des conditions de faible luminosité. Les enquêteurs passèrent au crible les antécédents des victimes, cherchant désespérément un lien qui pourrait expliquer pourquoi elles avaient été ciblées. Tyler Hudson travaillait comme ingénieur dans une entreprise locale. Melissa Parker était professeure de biologie au lycée de Kalamazoo. Richard Crawford était un vétéran retraité. Sa fille Abigail enseignait le piano. Son fils Zachary étudiait à l'université Western Michigan. Et Eleanor Walton était une ancienne bibliothécaire. Rien dans leur vie ne suggérait qu'ils puissent être la cible d'un tel acte de violence. Ce qui rend cette affaire particulièrement terrifiante, c'est son caractère aléatoire, expliqua l'agent spécial Marcus Reeves du FBI. Nous sommes confrontés à ce que nous appelons un tueur mobile aléatoire, l'un des types de criminels les plus difficiles à appréhender car il ne suit pas les schémas habituels. Les jours suivants furent marqués par une intense activité policière. Des centaines d'heures de vidéosurveillance furent examinées, des dizaines de témoins interrogés, et toutes les berlines sombres de la région furent contrôlées. Les stations-service et les magasins de proximité furent sollicités pour leurs enregistrements, dans l'espoir d'identifier le véhicule ou son conducteur. Malgré ces efforts, l'enquête progressait lentement. Les images de vidéosurveillance étaient de qualité médiocre et les témoignages, bien que cohérents sur certains détails, variaient considérablement sur d'autres. Certains témoins décrivaient une Chevrolet Malibu, d'autres une Ford Fusion. La plaque d'immatriculation restait un mystère et le portrait robot du suspect était trop générique pour être vraiment utile. Le 23 février, 3 jours après les meurtres, la pression sur les forces de l'ordre atteignit son paroxysme. Les médias nationaux s'étaient emparés de l'affaire et Kalamazoo était devenu le symbole d'une nouvelle forme de terreur urbaine. Les théories abondaient. Certains évoquaient un terroriste isolé, d'autres un gang initiant un nouveau membre, ou encore un individu psychotique poussé à bout par des circonstances personnelles. Ce même jour, lors d'une réunion tendue au quartier général de la police, une décision difficile fut prise. En l'absence de nouvelles pistes concrètes, l'opération intensive serait temporairement suspendue. Les barrages routiers seraient levés et une partie des ressources réaffectées à d'autres enquêtes en cours. Une équipe réduite continuerait à travailler sur l'affaire, mais l'état d'alerte maximal serait abaissé. C'était une décision controversée, mais nous n'avions pas le choix, admit plus tard le chef Morrison. Nous ne pouvions pas maintenir ce niveau de mobilisation indéfiniment sans résultat tangible. Nous espérions qu'en réduisant la visibilité de notre opération, le suspect pourrait se sentir suffisamment en confiance pour commettre une erreur. Ce que personne ne pouvait prévoir, c'est que cette erreur viendrait plus tôt que prévu et qu'elle impliquerait une victime qui, contrairement aux 6 autres, survivrait pour raconter son histoire. Une fillette de 9 ans nommée Emma Reynolds, dont le témoignage allait changer le cours de l'enquête et mettre la police sur la piste d'un suspect que personne n'aurait soupçonné. Un homme ordinaire qui, en apparence, menait une vie tout aussi ordinaire que ses victimes. 48 heures après la suspension partielle de l'enquête, le destin de Kalamazoo allait prendre un nouveau tournant et la vérité sur le tueur de Kalamazoo commencerait enfin à émerger des ténèbres. Le 25 février 2016, alors que la ville de Kalamazoo tentait péniblement de retrouver un semblant de normalité, les enquêteurs du bureau des homicides travaillaient sans relâche dans une salle isolée du département de police.
Les murs étaient couverts de photos des victimes, de cartes de la ville marquées des lieux des crimes et de chronologies minutieusement établies. Au centre de la pièce, un tableau blanc affichait les maigres indices dont il disposait. Le capitaine Sophie Bennett, vétéran de 20 ans dans la police et responsable de l'unité des crimes majeurs, contemplait ce tableau avec frustration. « Plus nous avançons, plus cette affaire devient déconcertante », confia-t-elle à son équipe lors du briefing matinal. « Nous avons un suspect qui frappe au hasard, qui ne laisse pratiquement aucune trace et qui semble s'être volatilisé. » L'équipe d'enquête avait été réduite à 8 détectives, travaillant en rotation. Le FBI maintenait 2 agents sur place, mais avait retiré l'essentiel de son équipe d'intervention. Les ressources diminuaient, tout comme l'attention médiatique, qui commençait déjà à se tourner vers d'autres drames nationaux. Ce jour-là, les enquêteurs concentraient leurs efforts sur l'analyse des données des antennes relais de téléphonie mobile. Un expert en technologie, Mason Reeves, avait développé un algorithme pour identifier les téléphones ayant borné près des 3 scènes de crime dans les intervalles de temps correspondants. Après plusieurs jours de traitement, l'algorithme avait produit une liste de 247 numéros. « C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin », expliqua Reeves en présentant ses résultats. « Et nous ne sommes même pas certains que notre suspect avait son téléphone allumé pendant les crimes ou qu'il en possède un. » Chaque numéro sur la liste nécessitait une demande judiciaire pour obtenir l'identité de son propriétaire, puis une vérification approfondie. Un travail titanesque qui mobiliserait l'équipe pendant des semaines, sans garantie de succès. Parallèlement, l'équipe de balistique poursuivait ses analyses. Les douilles récupérées sur les scènes de crime avaient été examinées au microscope électronique, à la recherche d'empreintes digitales ou d'ADN. Malheureusement, le tireur semblait avoir utilisé des gants, et aucune trace exploitable n'avait été trouvée. L'arme elle-même posait un autre problème. Les stries laissées sur les balles indiquaient qu'il s'agissait d'un Glock 19, l'un des pistolets les plus vendus aux États-Unis. Des milliers d'exemplaires étaient enregistrés dans la région de Kalamazoo, sans compter ceux acquis lors de ventes privées, non soumises à enregistrement dans l'État du Michigan. Si l'arme a été achetée légalement, nous pourrions la retrouver dans les registres, nota le lieutenant Xavier Rodriguez, expert en armes à feu. Mais si elle provient du marché noir ou d'une vente entre particuliers, nous n'avons aucune chance de la tracer avant qu'elle ne soit utilisée à nouveau. À midi, le chef Morrison convoqua une réunion à huis clos avec le procureur du comté Julia Novak. La conversation fut brève et tendue. « Je comprends la pression que vous subissez, » déclara Novak, « mais nous n'avons pas assez d'éléments pour justifier le maintien des mesures d'exception. Les barrages routiers et les patrouilles renforcées coûtent une fortune à la ville. Et sans nouvelles pistes concrètes, je ne peux pas continuer à approuver ces dépenses. » Morrison tenta de plaider sa cause, mais les arguments de Novak étaient imparables d'un point de vue administratif. Le budget était limité, et d'autres crimes nécessitaient également l'attention de la police. À contre-cœur, il accepta de réduire encore davantage les ressources allouées à l'enquête. Cette décision pesait lourdement sur l'équipe d'investigation. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, un sentiment de défaite commençait à s'installer. Les enquêteurs savaient que plus le temps passait, plus les chances de résoudre l'affaire s'amenuisaient. Les preuves se détérioraient, les témoins oubliaient des détails cruciaux et le tueur avait tout le temps de couvrir ses traces. Dans l'après-midi, une lueur d'espoir apparut brièvement. Un appel anonyme signalait avoir vu une berline sombre, correspondant à la description du véhicule suspect, dans un garage abandonné à la périphérie de la ville. Une équipe d'intervention fut immédiatement dépêchée sur place. Malheureusement, il s'agissait d'une Chevrolet Impala volée 2 semaines auparavant et abandonnée par des adolescents. Une fausse piste de plus. Ce soir-là, le détective Nolan Pierce, l'un des plus expérimentés de l'équipe, passa des heures à revoir les témoignages. Un détail attira son attention. Plusieurs témoins avaient mentionné que le conducteur semblait parler à quelqu'un avant de tirer ou qu'il avait brièvement consulté son téléphone. À l'époque, ces observations avaient été considérées comme non pertinentes, mais Pierce commençait à se demander si le tueur suivait un script ou recevait des instructions. Et si nous ne cherchions pas un tueur isolé,
Mais quelqu'un qui agit sous influence ou sous contrainte, proposa-t-il lors de la réunion du lendemain matin. Cette théorie suscita un intérêt modéré, mais sans éléments concrets pour l'étayer, elle rejoignit les dizaines d'autres hypothèses sur le tableau des pistes possibles. Le 26 février marqua la première semaine depuis les meurtres. Une cérémonie commémorative fut organisée sur la place centrale de Kalamazoo. Des centaines de personnes s'y rassemblèrent, bougies à la main pour honorer la mémoire des victimes. L'atmosphère était lourde de chagrin et de peur. Le maire, Olivia Thompson, adressa un message de solidarité à la foule. « Notre communauté a été profondément blessée, mais nous ne nous laisserons pas définir par cette tragédie. Kalamazoo se relèvera et justice sera faite. » Ces paroles, bien qu'inspirantes, sonnaient creux pour les enquêteurs présents à la cérémonie. Ils savaient mieux que quiconque à quel point l'affaire piétinait. Le lendemain, le 27 février, une nouvelle stratégie fut mise en place. Reconnaissant que les méthodes traditionnelles ne donnaient pas de résultats, l'équipe décida d'explorer des approches alternatives. Des spécialistes en analyse comportementale furent consultés pour affiner le profil du suspect. Des experts en criminalistique numérique commencèrent à scruter les réseaux sociaux à la recherche de personnes ayant manifesté un intérêt morbide pour les meurtres ou possédant des connaissances qui n'avaient pas été rendues publiques. « Nous devons penser différemment », insista le capitaine Bennett. « Notre suspect ne correspond pas aux schémas habituels des tueurs en série. Il n'exhibe pas de signature claire, ne semble pas collectionner de trophées, et ses victimes n'ont pas de profil spécifique. C'est comme s'il choisissait ses cibles au hasard, simplement parce qu'elles se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. » Cette observation fit écho à une théorie émergente. Et si le mobile du tueur n'était pas lié aux victimes elles-mêmes, mais à l'acte de tuer? Si les victimes étaient véritablement aléatoires, cela expliquerait l'absence de lien entre elles et la difficulté à anticiper les prochaines cibles. Pendant ce temps, la pression publique s'intensifiait. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la police avait abandonné l'enquête ou dissimulait des informations. Les réseaux sociaux fourmillaient de théories du complot et d'accusations d'incompétence. Pour calmer les esprits, une conférence de presse fut organisée le soir du 27 février. Le chef Morrison, visiblement fatigué, se présenta devant les caméras. « Nous comprenons l'inquiétude de la communauté, mais je tiens à assurer à tous les citoyens de Kalamazoo que cette enquête reste notre priorité absolue. Nous explorons toutes les pistes, analysons chaque indice et nous n'abandonnerons pas tant que justice ne sera pas rendue. » Les questions des journalistes furent incisives, mettant en évidence l'absence de progrès significatifs. Morrison resta stoïque, refusant de divulguer des détails qui pourraient compromettre l'enquête ou alerter le suspect. En coulisses, l'équipe d'enquête se préparait à une longue bataille. Des plans étaient élaborés pour maintenir l'investigation active pendant des mois, voire des années si nécessaire. Des parallèles étaient établis avec d'autres affaires non résolues de tueurs en série, comme le Zodiac en Californie ou le tueur de la Green River à Seattle. Ce type de cas peut rester non résolu pendant des décennies, admit sobrement l'agent du FBI Reeves lors d'une réunion privée. À moins d'une erreur majeure du suspect ou d'un coup de chance extraordinaire, nous devons nous préparer à la possibilité que cette affaire rejoigne les dossiers non classés. Cette perspective était insupportable pour les enquêteurs qui avaient vu les corps des victimes, rencontré leurs familles et promis de leur apporter des réponses. Mais la réalité de leur métier les obligeait à l'envisager. Le 28 février, alors que l'enquête entrait dans sa deuxième semaine sans avancée majeure, une décision officielle fut prise de réduire l'équipe d'investigation à 4 détectives et un coordinateur. Les autres retourneraient à leurs affectations régulières, tout en restant disponibles si de nouveaux éléments venaient à émerger. Ce même jour, à l'insu des enquêteurs, le destin s'apprêtait à leur offrir une chance inespérée. Dans moins de 24 heures, une fillette de 9 ans allait survivre à une rencontre avec celui que les médias appelaient désormais le fantôme de Kalamazoo, et son témoignage allait bouleverser le cours de l'enquête. Le matin du 29 février 2016,
Alors que les premières lueurs de l'aube éclairaient Kalamazoo d'une lumière pâle, la vie d'Emma Reynolds suivait son cours normal. Cette fillette de 9 ans, aux cheveux auburn et aux yeux vifs, se préparait pour l'école, inconsciente que cette journée marquerait à jamais son existence et relancerait une enquête au point mort. Emma vivait avec sa mère, Vanessa Reynolds, une infirmière au Bronson Methodist Hospital, dans un modeste pavillon du quartier de Millwood. Ce lundi-là, comme chaque jour d'école, Vanessa devait déposer sa fille chez sa voisine, Madame Holloway, avant de prendre son service à l'hôpital. Cependant, un appel d'urgence à 6h15 bouleversa leur plan. « Une urgence à l'hôpital, je dois y aller immédiatement », expliqua Vanessa à sa fille. « Madame Holloway n'est pas disponible avant 7h30. Tu penses pouvoir te préparer seule et l'attendre ?» Emma, habituée à faire preuve d'autonomie depuis le divorce de ses parents 2 ans plus tôt, acquiesça sans hésitation. Ce n'était pas la première fois qu'elle restait seule brièvement, et leur quartier était considéré comme l'un des plus sûrs de la ville. À 7h15, alors qu'Emma terminait son petit déjeuner, la sonnette retentit. Pensant qu'il s'agissait de Madame Holloway, arrivée en avance, elle ouvrit la porte sans méfiance. Devant elle se tenait un homme d'une 40aine d'années, de stature moyenne, vêtu d'une veste sombre et d'une casquette. « Bonjour », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis un ami de ta maman. Elle m'a demandé de te conduire à l'école aujourd'hui, car elle a dû partir travailler plus tôt. » Emma hésita. Sa mère lui avait souvent répété de ne jamais partir avec un inconnu, même si celui-ci prétendait la connaître. « Maman m'a dit que Madame Holloway viendrait me chercher, » répondit-elle prudemment. « Il y a eu un changement de programme, » insista l'homme, son sourire se crispant légèrement. « Ta mère m'a envoyé un message. Je suis chauffeur pour un service de transport. Regarde. » Il désigna son téléphone qui affichait le logo d'une application de covoiturage bien connue. Cette information sembla rassurer partiellement Emma. Sa mère utilisait occasionnellement ce service lorsque sa voiture était en panne. Néanmoins, un sentiment d'inconfort persistait. « Je devrais peut-être appeler maman pour vérifier », suggéra-t-elle en reculant vers le téléphone fixe du salon. L'expression de l'homme changea subtilement. « Bien sûr, appelle-la. Mais elle est en pleine intervention à l'hôpital, elle ne pourra pas répondre. Tu veux que je t'attende dans la voiture ?» Confuse, Emma acquiesça lentement. L'homme retourna vers sa berline sombre stationnée devant la maison, laissant la porte entr'ouverte. Emma se précipita vers le téléphone et composa le numéro de sa mère. Comme prévu, elle tomba sur la messagerie vocale. Après un moment d'hésitation, elle appela Madame Holloway, qui confirma qu'elle passerait bien la chercher à 7h30. Comprenant que l'homme avait menti, Emma verrouilla discrètement la porte d'entrée et se cacha dans le placard de sa chambre, serrant contre elle son téléphone portable pour appeler la police. Avant qu'elle ne puisse composer le 911, elle entendit un bruit de verre brisé. L'homme était entré par la porte-fenêtre de la cuisine. Les minutes qui suivirent furent un tourbillon de terreur. L'homme fouilla méthodiquement la maison, appelant Emma d'une voix faussement douce. La fillette, paralysée par la peur, resta immobile dans sa cachette, retenant sa respiration chaque fois que les pas approchaient de sa chambre. Finalement, la porte du placard s'ouvrit brusquement. « Te voilà !» murmura l'homme, son visage désormais dépourvu de toute gentillesse feinte. « Tu dois venir avec moi maintenant. » Ce qui se passa ensuite demeura flou dans la mémoire d'Emma pendant plusieurs jours. Elle se souvenait avoir été traînée jusqu'à la voiture, d'avoir lutté désespérément. Elle se rappelait le démarrage du véhicule, puis un arrêt dans un endroit isolé, l'arrière d'un supermarché meilleur, à environ 3 kilomètres de chez elle. C'est là, dans ce stationnement pratiquement désert à cette heure matinale, que l'homme tenta de mettre fin à sa vie. Mais le destin, ou peut-être la simple chance, en décida autrement. Au moment où il s'apprêtait à commettre l'irréparable, l'arrivée d'un camion de livraison le déstabilisa. Emma, saisissant cette opportunité unique, parvint à s'échapper du véhicule et à courir vers le camion, hurlant à plein poumon. L'homme, plutôt que de la poursuivre, démarra en trombe, disparaissant dans la circulation matinale. Le chauffeur du camion, Trevor Mackenzie, un vétéran de l'armée au sang-froid remarquable, appela immédiatement les secours tout en prodiguant les premiers soins à Emma, qui présentait des contusions multiples et une blessure à la tête. À 8h07,
l'ambulance arriva sur place, suivie de près par 2 voitures de police. Emma fut transportée d'urgence au Bronson Methodist Hospital, la même où sa mère travaillait. La nouvelle se répandit rapidement dans l'établissement et Vanessa Reynolds, en pleine garde aux urgences, s'effondra en apprenant que la petite victime qu'on amenait n'était autre que sa fille. Pendant ce temps, au poste de police centrale, l'alerte retentit. Une agression sur mineur, avec un mode opératoire et une description de véhicule qui rappelait étrangement les meurtres de la semaine précédente. Le capitaine Bennett et son équipe réduite se rendirent immédiatement à l'hôpital. « Est-ce que tu penses que c'est lui ?» demanda le détective Pierce à Bennett tandis qu'il traversait le parking de l'hôpital. « Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, répondit-elle, mais les similitudes sont troublantes. Une berline sombre, un homme seul, une attaque apparemment aléatoire. Et cette fois, nous avons une survivante. À l'hôpital, la situation était chaotique. Des policiers gardaient l'entrée des urgences. Des journalistes commençaient à s'amasser devant l'établissement et le personnel médical s'affairait autour d'Emma. Les examens révélèrent que, malgré la violence de l'agression, ses blessures n'étaient pas mortelles. Une commotion cérébrale légère, des contusions au bras et au visage, et une entaille superficielle à la tempe droite. Le véritable miracle, cependant, était qu'Emma restait consciente et, malgré le traumatisme, capable de communiquer. Lorsque les médecins l'autorisèrent à parler aux enquêteurs, Bennett et Pierce entrèrent dans sa chambre avec précaution, conscients de la fragilité de la situation. Vanessa Reynolds, assise au chevet de sa fille, les yeux rougis par les larmes, mais le regard déterminé, hocha la tête pour signifier son accord. Une psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles, Dr Leila Nasser, était également présente pour superviser l'entretien. « Bonjour Emma », commença doucement le capitaine Bennett. « Je suis Sophie, et voici mon collègue Nolan. Nous sommes policiers, et nous aimerions te poser quelques questions sur ce qui s'est passé ce matin. Tu te sens capable de nous parler ?» Emma acquiesça faiblement. Sa voix, lorsqu'elle commença à raconter son expérience, était à peine audible, mais ses mots étaient clairs et précis. Elle décrivit l'homme, sa voiture, la façon dont il s'était présenté comme chauffeur pour une application de transport. « Il avait montré son téléphone », expliqua-t-elle. « Il y avait le logo de l'application et une photo de profil. Il portait une casquette noire avec un logo aussi, mais je n'ai pas pu voir lequel. » Cette information électrisa les enquêteurs. Jusqu'à présent, aucun témoin n'avait mentionné un lien avec les services de transport par application. C'était une piste entièrement nouvelle et potentiellement décisive. « Est-ce que tu te souviens de détails sur sa voiture ?» demanda Pierce, s'efforçant de maintenir un ton calme malgré son excitation. Emma ferma les yeux, concentrée. C'était une voiture noire ou bleu foncé, assez grande. Il y avait un autocollant sur la vitre arrière, je crois, et l'intérieur sentait le désodorisant à la vanille. Chaque détail était méticuleusement noté. La description physique de l'homme correspondait globalement à celle fournie par les témoins des meurtres précédents. Caucasien, quarantaine, taille moyenne, aucun signe distinctif particulier, hormis peut-être une légère claudication que personne n'avait mentionnée auparavant. L'entretien dura 20 minutes, le maximum que les médecins autorisèrent. Lorsque les enquêteurs quittèrent la chambre, ils savaient qu'ils venaient d'obtenir leur première véritable avancée depuis le début de l'affaire. « Une application de transport », murmura Bennett incrédule. « Comment avons-nous pu passer à côté de ça ?»« Personne n'a fait le lien », répondit Pierce. « Les témoins ont vu une berline banale, pas un véhicule clairement identifié comme taxi ou VTC. Et les meurtres ont eu lieu à des endroits où n'importe qui aurait pu se trouver, pas spécifiquement des points de prise en charge de passagers. » De retour au quartier général, l'équipe fut immédiatement élargie. Le chef Morrison, informé des développements, alloua des ressources supplémentaires à l'enquête. Des mandats furent préparés pour obtenir les données des principales entreprises de VTC opérant à Kalamazoo. « Nous devons identifier tous les chauffeurs actifs dans la région », ordonna Bennett. « Vérifier leurs antécédents, leurs déplacements pendant les jours des meurtres et tout comportement suspect signalé par des clients.
L'énergie qui s'était dissipée au cours des jours précédents était revenue, décuplée par l'espoir d'une résolution imminente. L'équipe savait qu'il courait désormais contre la montre. Si le suspect réalisait qu'Emma avait survécu et pouvait l'identifier, il pourrait tenter de fuir la région ou, pire encore, de faire taire ce témoin gênant. À l'hôpital, la sécurité autour d'Emma fut renforcée. 2 officiers en uniforme gardaient sa porte et les visites étaient strictement contrôlées. Les médias, qui avaient eu vent de l'agression, ignoraient encore le lien possible avec les meurtres précédents, une information que la police s'efforçait de garder confidentielle. Cette nuit-là, alors que Kalamazoo s'endormait sous une pluie fine, une nouvelle phase de l'enquête s'ouvrait. Dans une salle de conférence transformée en centre d'opération, des analystes commençaient à éplucher des gigaoctets de données fournies par les entreprises de VTC. Quelque part dans cette masse d'informations se cachait l'identité du fantôme de Kalamazoo, et grâce au courage d'une fillette de 9 ans, les enquêteurs étaient enfin sur sa piste. L'aube du 1er mars marquerait le début d'une traque numérique sans précédent, mobilisant des techniques d'investigation à la pointe de la technologie. Une course contre la montre venait de commencer avec pour enjeu la capture d'un tueur qui, pour la première fois, avait commis une erreur fatale. Laisser un témoin derrière lui. Le 1er mars 2016, le département de police de Kalamazoo se métamorphosa en véritable laboratoire d'analyse numérique. La salle de conférence principale, rebaptisée Centre d'opération digitale, bourdonnait d'activité. Des écrans d'ordinateur illuminaient les visages concentrés des enquêteurs et des spécialistes en informatique réquisitionnés pour l'occasion. Le détective Nathaniel Blackwood, 35 ans, expert en criminalistique numérique, dirigeait cette nouvelle phase de l'enquête. Ancien de la Silicon Valley reconverti dans les forces de l'ordre, Blackwood possédait une compréhension des technologies que peu de ses collègues pouvaient égaler. Ce matin-là, debout devant un tableau blanc couvert de diagrammes, il exposait sa stratégie à l'équipe élargie. « Les applications de transport sont notre porte d'entrée », expliqua-t-il en traçant un réseau complexe de connexions. Chaque course effectuée génère une quantité phénoménale de données. Identité du chauffeur, itinéraire précis, horodatage, évaluation des clients, historique des transactions. Notre suspect est quelque part dans cet océan d'informations. Grâce aux témoignages d'Emma et aux mandats judiciaires obtenus en urgence, les 3 principales entreprises de VTC opérant à Kalamazoo avaient transmis leurs bases de données. Des téraoctets d'informations attendaient d'être analysés. « Nous allons procéder par élimination », continua Blackwood. « D'abord, identifier tous les chauffeurs actifs dans un rayon de 30 km autour de Kalamazoo. Ensuite, croiser leurs déplacements avec les lieux et heures des crimes. Enfin, filtrer selon le type de véhicule et le profil du suspect. » L'analyste Sarah Mehta, spécialiste en data science, prit le relais pour présenter l'algorithme qu'elle avait développé spécialement pour l'enquête. Le système recherchera automatiquement des schémas suspects. Chauffeurs se trouvant à proximité de chaque scène de crime, véhicules correspondant à la description fournie par les témoins, individus ayant désactivé leur application pendant les créneaux horaires critiques, puis l'ayant réactivé peu après. Cette approche méthodique généra rapidement des résultats préliminaires. Sur les 847 chauffeurs opérant dans la région, 312 conduisaient des berlines sombres, similaires à celles décrites par les témoins. Parmi ceux-ci, 178 avaient été actifs les jours des meurtres. L'étape suivante consistait à vérifier leurs déplacements précis aux heures critiques. À midi, le capitaine Bennett rejoignit l'équipe pour un point d'étape. « Où en sommes-nous, Blackwood ? Nous avons identifié 43 suspects potentiels dont les véhicules se trouvaient à moins de 2 km d'au moins une scène de crime, répondit-il. Parmi eux, 17 présentent des antécédents judiciaires, principalement des infractions routières mineures. Nous avons également repéré 8 chauffeurs qui ont désactivé leur application pendant des périodes correspondant aux heures des meurtres. Bennett hocha la tête, impressionné par la rapidité des avancées. « Concentrez-vous sur ces 8-là. Je veux leur profil complet, historique professionnel, situation familiale, propriétés immobilières, réseaux sociaux, tout.
Pendant ce temps, à l'hôpital, Emma Reynolds récupérait progressivement. Les médecins, surpris par sa résilience, avaient autorisé une deuxième session d'entretien avec les enquêteurs. Le détective Pierce, accompagné d'une dessinatrice judiciaire, passa l'après-midi avec la fillette pour affiner le portrait robot du suspect. Il avait des yeux. Froids, décrivit Emma en frissonnant. Pas méchant, juste. Vide. Comme s'il regardait à travers moi, pas vraiment moi. Cette observation psychologique, particulièrement perspicace venant d'une enfant, confirma certaines théories des profileurs du FBI. Ils avaient affaire à un individu probablement sociopathe, capable de simuler des émotions sans réellement les ressentir. Le nouveau portrait robot, beaucoup plus détaillé que les précédents, fut immédiatement transmis à l'équipe de Blackwood pour être comparé aux photos de profil des chauffeurs suspects. À 16h30, un développement majeur secoua l'enquête. L'analyste Meta, qui examinait les données GPS des véhicules, fit une découverte troublante. « J'ai identifié un schéma anormal », annonça-t-elle en projetant une carte sur l'écran principal. Ce chauffeur, identifié sous le nom de Darren Miller, a systématiquement désactivé son application juste avant chaque meurtre, puis l'a réactivé environ 20 minutes après, à chaque fois dans un rayon de 1,5 km de la scène de crime. Un silence pesant s'abattit sur la salle, tandis que les points rouges sur la carte, représentant les activations et désactivations de l'application, formaient un motif accablant. « Ce n'est pas une coïncidence », murmura Blackwood. Statistiquement, la probabilité que ces correspondances soient fortuites est inférieure à 0,01%. Le capitaine Bennett examina le profil préliminaire de Darren Miller, 45 ans, divorcé, ancien technicien en électronique reconverti comme chauffeur à temps plein depuis 18 mois. Aucun antécédent judiciaire majeur, seulement 2 contraventions pour excès de vitesse. Propriétaire d'une Chevrolet Malibu 2014 bleu marine, immatriculée dans le Michigan. Adresse 1437 Lakewood Drive, à la périphérie est de Kalamazoo. Il correspond parfaitement au profil, confirma Bennett. Âge, apparence, véhicule, même son lieu de résidence est stratégique à équidistance des 3 scènes de crime. La décision fut prise d'intensifier l'enquête sur Miller, mais avec une extrême prudence. Si le suspect réalisait qu'il était dans le collimateur de la police, il pourrait fuir ou pire, tenter d'éliminer des preuves ou des témoins. « Surveillance discrète 24/7 », ordonna Bennett. « Je veux savoir où il va, qui il rencontre, quand il dort. » Parallèlement, approfondissez ses antécédents. Vérifier s'il a vécu dans d'autres villes où des crimes similaires auraient pu être commis. Pour corroborer les soupçons, Pierce apporta le nouveau portrait robot à l'hôpital et le montra à Emma. Sa réaction fut immédiate et viscérale. Elle pâlit et recula instinctivement dans son lit. « C'est lui », chuchota-t-elle. « C'est l'homme qui est venu chez moi. » Cette confirmation cristallisa les soupçons, mais l'équipe savait qu'une identification par une enfant traumatisée ne suffirait pas devant un tribunal. Ils avaient besoin de preuves tangibles reliant Miller au meurtre. Le 2 mars, l'opération de surveillance commença à l'aube. 3 équipes se relayaient pour suivre discrètement les mouvements de Miller. Simultanément, les analystes épluchaient sa vie numérique. Historique de navigation, achats en ligne, communication téléphonique, transactions bancaires. Un détail troublant émergea rapidement. 3 semaines avant les meurtres, Miller avait effectué plusieurs recherches en ligne sur les meurtres parfaits, les tueurs en série non identifiés et les limitations des caméras de surveillance. Il avait également consulté des articles sur des affaires criminelles célèbres non résolues. Il s'est préparé, nota Blackwood. Ce n'est pas un passage à l'acte impulsif, mais une série d'actions méticuleusement planifiées. Les équipes de surveillance rapportèrent que Miller semblait mener une vie parfaitement ordinaire. Il prenait des passagers, respectait ses pauses, rentrait chez lui à des heures régulières. Rien dans son comportement n'indiquait qu'il se savait suspecté. Le 3 mars, un mandat fut obtenu pour accéder au véhicule de Miller. L'objectif était d'y placer discrètement des dispositifs de surveillance et, si possible, de prélever des échantillons pour analyse ADN. L'opération fut programmée pour la nuit, pendant que Miller dormirait.
À 2h17 du matin, une équipe spécialisée s'approcha silencieusement de la Chevrolet Malibu, garée devant le domicile de Miller. En moins de 8 minutes, ils installèrent un traceur GPS sous le châssis et prélevèrent des échantillons de fibres et de résidus sur les sièges et dans le coffre. Ces prélèvements furent immédiatement transmis au laboratoire de la police scientifique pour analyse prioritaire. Les résultats préliminaires, disponibles dès le lendemain matin, confirmèrent les pires craintes. Des traces microscopiques de sang humain furent détectées sur le tapis du coffre, malgré un nettoyage visiblement méticuleux. Il a essayé d'effacer les preuves, expliqua la technicienne du laboratoire. Mais les techniques de détection modernes peuvent révéler des traces même après un nettoyage intensif. Nous avons trouvé des résidus correspondant à au moins 3 profils sanguins différents. Cette découverte, combinée aux données numériques et aux témoignages d'Emma, constituait un faisceau d'indices suffisant pour justifier une arrestation. Le 4 mars, une réunion de crise fut organisée avec le procureur Novak pour planifier l'interpellation. « Nous devons procéder avec une prudence extrême », insista Novak. Miller n'a pas d'antécédents violents connus, mais s'il est effectivement responsable de ces meurtres, il est potentiellement très dangereux et pourrait réagir de manière imprévisible. Un plan d'arrestation fut élaboré. Miller serait appréhendé à son domicile à l'aube par une équipe d'intervention tactique. Simultanément, son véhicule serait saisi pour une analyse forensique complète et son appartement perquisitionné à la recherche de l'arme du crime et d'autres preuves. Le 5 mars, à 5h45 du matin, l'opération fut lancée. L'équipe d'intervention, vêtue d'équipements tactiques complets, prit position autour de la résidence de Miller. Le capitaine Bennett, supervisant l'opération depuis un véhicule banalisé, donna l'ordre final. Équipe Alpha, procédez à l'interpellation. L'arrestation se déroula sans incident majeur. Miller, surpris dans son sommeil, n'opposa aucune résistance. Lorsque les officiers lui annoncèrent qu'il était en état d'arrestation pour les meurtres de Kalamazoo, il les fixa avec une expression indéchiffrable avant de déclarer calmement « Je veux un avocat ». Alors que Miller était conduit au poste central pour interrogatoire, les équipes de police scientifique commencèrent à fouiller méthodiquement son appartement et son véhicule. Dans un compartiment secret aménagé sous le plancher de sa chambre, ils découvrirent un pistolet Glock 19 et plusieurs boîtes de munitions correspondant à celles utilisées lors des meurtres. L'arrestation de Darren Miller fit les gros titres des médias nationaux. Kalamazoo, qui avait vécu dans la terreur pendant 2 semaines, respirait enfin. Pourtant, malgré ces avancées spectaculaires, les enquêteurs savaient que le chemin vers une condamnation définitive restait semé d'embûches. Les preuves, bien que convaincantes, étaient largement circonstancielles, et l'arme retrouvée devrait encore être formellement liée au meurtre par des analyses balistiques. Le véritable défi commençait maintenant. Construire un dossier juridiquement inattaquable qui garantirait que justice serait rendue pour Tyler Hudson, Melissa Parker, la famille Crawford, Eleanor Walton et pour Emma Reynolds, la survivante improbable dont le courage avait permis de mettre fin au règne de terreur du fantôme de Kalamazoo. Le 6 mars 2016, le soleil se levait sur une ville de Kalamazoo transformée. Les rues, désertées pendant des semaines, retrouvaient progressivement leur animation habituelle. Les parents permettaient à nouveau à leurs enfants de jouer dehors, et les commerces voyaient leur clientèle revenir. L'arrestation de Darren Miller avait insufflé un sentiment de sécurité retrouvé dans la communauté. Au tribunal du comté de Kalamazoo, Miller comparaissait pour sa première audience. Vêtu de l'uniforme orange des détenus, menotté et escorté par 2 agents pénitentiaires, il présentait une image bien différente du chauffeur ordinaire qu'il avait été jusqu'alors. Son visage impassible ne trahissait aucune émotion lorsque le juge Theodore Lawson énonça les chefs d'accusation. 6 meurtres au 1er degré et une tentative de meurtre sur mineur. « Comment plaidez-vous, monsieur Miller ?» demanda le juge Lawson. « Non coupable, votre honneur », répondit Miller d'une voix ferme sur conseil de son avocat commis d'office, maître Gregory Paxton. Cette réponse, bien qu'attendue,
provoqua une vague de murmures indignés parmi les familles des victimes présentes dans la salle. Le juge fixa la caution à 5 millions de dollars et programma l'audience préliminaire pour le 20 mars. Pendant ce temps, dans les laboratoires du département de police, la véritable bataille se préparait. La procureure Vanessa Ortiz, 42 ans, réputée pour sa rigueur et son perfectionnisme, savait que malgré les apparences, l'affaire contre Miller était loin d'être gagnée. « Nous avons un faisceau d'indices circonstanciels convaincants », expliqua-t-elle lors d'une réunion avec l'équipe d'enquête, mais pas encore de preuves irréfutables liant directement Miller aux scènes de crime. La défense va argumenter que les données GPS sont imprécises, que les recherches Internet sont insuffisantes pour prouver l'intention criminelle, et que le témoignage d'une enfant traumatisée est peu fiable. Le capitaine Bennett acquiesça gravement. « Que nous manque-t-il exactement ?» L'ADN, intervint la Dre Talia Winters, directrice du laboratoire médico-légal. Les traces de sang dans le véhicule sont trop dégradées pour une identification formelle. Miller a utilisé un puissant agent de nettoyage contenant de l'eau de javel qui a détérioré les marqueurs génétiques. Nous avons besoin d'autres éléments. Ortiz ajouta, et nous devons établir un lien formel entre l'arme retrouvée chez lui et les balles extraites des victimes. Les tests balistiques préliminaires sont encourageants, mais pas définitifs. La réunion se poursuivit tard dans la soirée, chaque département exposant ses défis et ses stratégies. Une chose devint claire. Il fallait innover, explorer des techniques d'investigation à la pointe de la technologie pour consolider le dossier. Le lendemain, la Dre Winters présenta un plan ambitieux. Puisque les méthodes conventionnelles d'analyse ADN sont compromises par le nettoyage, nous allons utiliser une technique expérimentale développée par le FBI, l'analyse de traces biologiques par amplification sélective. Cette méthode, récemment validée dans quelques affaires fédérales, permettait de détecter et d'amplifier des fragments d'ADN extrêmement dégradés, invisibles aux tests standards. Le laboratoire de Kalamazoo ne disposait pas de l'équipement nécessaire, mais Winters avait obtenu l'autorisation d'utiliser les installations du Centre régional d'analyse forensique de Détroit. Parallèlement, Blackwood dirigeait une équipe d'experts en technologie numérique qui tentait de récupérer les données effacées du GPS intégré à la voiture de Miller. Contrairement aux informations de l'application de transport, qui dépendait de l'activation du service par le chauffeur, le GPS du véhicule enregistrait continuellement sa position, même lorsque l'application était désactivée. Miller a tenté d'effacer l'historique de navigation du GPS, expliqua Blackwood, mais les données ne sont jamais complètement supprimées du système. Elles sont simplement marquées comme espace disponible pour être écrasées par de nouvelles données. Si nous parvenons à les récupérer avant qu'elles ne soient remplacées, nous aurons une carte précise de ces déplacements. Cette approche technique nécessitait une expertise spécialisée. Riley Chen, une ancienne hackeuse reconvertie en consultante pour les forces de l'ordre, fut appelée en renfort. Travaillant jour et nuit sur le système de navigation de la Chevrolet, elle parvint progressivement à reconstituer les fragments de données effacés. Le 12 mars, une semaine après l'arrestation, ses efforts commencèrent à porter leurs fruits. Chen présenta les premiers résultats de sa récupération de données, une visualisation partielle des déplacements de Miller le soir du 20 février, jour des 3 premiers meurtres. « Voici le parcours reconstitué », indiqua-t-elle en projetant une carte sur l'écran. Des lignes bleues traçaient le trajet du véhicule, s'arrêtant précisément aux 3 lieux des crimes, avec des horodatages correspondant au moment des meurtres. La précision est de l'ordre de 5 mètres, bien supérieure à celle des données cellulaires. Ces informations placent indiscutablement le véhicule de Miller sur chaque scène de crime, aux moments exacts des meurtres. Cette avancée majeure fut suivie, 2 jours plus tard, par les résultats préliminaires de l'analyse ADN avancée. La Dre Winters, visiblement émue, présenta son rapport à l'équipe réunie dans la salle de conférence. « Nous avons identifié des profils génétiques partiels correspondant à 4 des 6 victimes dans différentes zones du véhicule, annonça-t-elle. Malgré le nettoyage méticuleux, des cellules épithéliales microscopiques étaient incrustées dans les fibres des tapis
et les coutures des sièges. L'amplification sélective nous a permis d'extraire suffisamment de marqueurs pour établir des correspondances avec un degré de certitude de 99,7%. Ces deux percées techniques furent complétées par une troisième, tout aussi décisive. Les experts en balistique, utilisant un microscope électronique à balayage de dernière génération, parvinrent à établir une correspondance formelle entre le Glock 19 trouvé chez Miller et les balles extraites des corps des victimes. Les microstries présentes sur les balles sont comme une empreinte digitale unique de l'arme, expliqua le lieutenant Rodriguez. Notre analyse comparative à haute résolution confirme sans l'ombre d'un doute que toutes les balles ont été tirées par cette arme spécifique. Le dossier contre Miller se renforçait jour après jour, mais la procureure Ortiz restait prudente. Ces avancées sont cruciales, reconnut-elle, mais la défense contestera probablement la validité de ces techniques relativement nouvelles. Nous devons anticiper leurs arguments et nous préparer en conséquence. Sa préoccupation s'avéra justifiée. Le 15 mars, Maître Paxton déposa une motion pour exclure les preuves obtenues par ces méthodes expérimentales et non éprouvées, arguant qu'elles ne satisfaisaient pas aux standards d'admissibilité d'Aubert régissant l'utilisation de preuves scientifiques devant les tribunaux. Cette manœuvre juridique déclencha une bataille d'experts. La procureure Ortiz convoqua des sommités nationales dans les domaines de l'analyse ADN, de la récupération de données numériques et de la balistique pour témoigner de la fiabilité des méthodes employées. Des articles scientifiques, des études de validation et des précédents judiciaires furent méticuleusement compilés pour contrer les objections de la défense. Pendant que cette guerre technique et juridique faisait rage, les enquêteurs poursuivaient leurs investigations dans d'autres directions. Des entretiens approfondis avec l'ex-femme de Miller, ses collègues et ses voisins révélèrent un homme discret, méthodique, parfois distant, mais jamais ouvertement hostile. Il gardait toujours ses distances, témoigna Janet Miller, son ex-épouse. Même pendant notre mariage, j'avais l'impression qu'il observait plutôt qu'il ne participait à notre vie commune, comme s'il étudiait comment être humain sans réellement ressentir les émotions. Ce témoignage rejoignait l'évaluation psychologique préliminaire réalisée après l'arrestation de Miller, qui suggérait un trouble de la personnalité antisociale avec des traits schizotypiques. Cependant, il ne présentait pas de délires ou d'hallucinations qui auraient pu justifier une défense d'irresponsabilité pour cause de troubles mentaux. À l'approche de l'audience préliminaire, un dernier élément vint renforcer le dossier de l'accusation. Emma Reynolds, dont l'état de santé s'était considérablement amélioré, participa à une séance d'identification formelle. Derrière une vitre sans teint, elle reconnut immédiatement Miller, parmi 5 hommes de morphologie similaire. « C'est lui », affirma-t-elle sans hésitation, sa voix tremblant légèrement mais déterminée. « Je reconnais ses yeux. Je ne les oublierai jamais. » Le 20 mars, lors de l'audience préliminaire, la juge Helen Carter estima que les preuves présentées par l'accusation étaient suffisantes pour justifier un procès. Elle rejeta la motion de la défense, visant à exclure les preuves techniques, reconnaissant que bien que novatrices, les méthodes employées reposaient sur des principes scientifiques solides et avaient été correctement validées. Miller fut formellement inculpé de 6 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef de tentative de meurtre avec préméditation. Le procès fut fixé au 15 septembre, laissant aux 2 parties 6 mois pour finaliser leurs préparatifs. Pour la procureure Ortiz et l'équipe d'enquête, ces mois seraient consacrés à peaufiner chaque détail du dossier, anticipant les arguments de la défense et s'assurant que la chaîne des preuves était inattaquable. Pour Maître Paxton et Darren Miller, il s'agissait de trouver des failles dans l'impressionnant édifice de preuves érigé contre l'accusé. Pendant ce temps, Kalamazoo guérissait lentement de ses blessures. Des mémoriaux furent érigés en hommage aux victimes et des fonds de soutien créés pour leurs familles. Emma Reynolds, devenue malgré elle un symbole de résilience, retournait progressivement à une vie normale, entourée de l'affection de sa mère et du soutien de toute une communauté. L'affaire du fantôme de Kalamazoo
avait transformé la ville et tous ceux impliqués dans sa résolution. Elle avait démontré à la fois la vulnérabilité des communautés face à la violence aléatoire et leur capacité à se mobiliser pour y faire face, utilisant les outils les plus avancés de la science et de la technologie au service de la justice. Alors que le printemps s'installait sur le Michigan, une question restait en suspens, celle que tous se posaient mais que personne n'osait formuler. Qu'est-ce qui avait poussé un homme ordinaire, sans histoire, à commettre des actes d'une telle barbarie? Cette question trouverait peut-être sa réponse lors du procès à venir, ou resterait à jamais l'un des mystères insondables de la psyché humaine. Le 15 septembre 2018, plus de 2 ans après les événements qui avaient bouleversé Kalamazoo, le palais de justice du comté était assiégé par une foule inhabituelle. Journalistes, curieux et familles des victimes se pressaient pour assister à l'ouverture du procès de Darren Miller. La salle d'audience, rénovée pour l'occasion, pouvait accueillir 200 personnes, mais la demande était si forte que des écrans avaient été installés dans une salle adjacente pour permettre à davantage de citoyens de suivre les débats. À 9 heures précises, le juge William Harrison, magistrat vénérable aux cheveux argentés et à la réputation d'impartialité, fit son entrée. Le silence s'imposa immédiatement dans la salle. L'affaire État du Michigan contre Darren James Miller est appelée à comparaître, annonça le greffier d'une voix solennelle. Miller entra, escorté par 2 agents pénitentiaires. Après 2 ans de détention provisoire, son apparence avait changé. Plus mince, le teint pâle, il portait un costume sombre fourni par son avocat, une tentative évidente de présenter une image respectable au jury. Son regard, toujours aussi indéchiffrable, balaya rapidement la salle avant de se fixer sur un point invisible devant lui. La procureure Vanessa Ortiz, qui avait refusé toutes les propositions de négociation de peine, était déterminée à obtenir la condamnation maximale. Ces 2 années lui avaient permis de construire un dossier d'accusation pratiquement inattaquable, combinant expertise technique, témoignages poignants et analyse psychologique. « Mesdames et messieurs les jurés », commença-t-elle lors de sa déclaration liminaire, cette affaire concerne un homme qui, par 6 nuits froides de février 2016, a délibérément et méthodiquement pris la vie de 6 innocents et tenté d'en prendre une 7e. Un homme qui, derrière l'apparence d'un chauffeur ordinaire, cachait un tueur calculateur et sans remords. Au cours des 3 semaines suivantes, Ortiz déroula méticuleusement son réquisitoire. Les experts défilèrent à la barre, présentant les résultats des analyses ADN avancées, la reconstruction des déplacements GPS du véhicule et les correspondances balistiques irréfutables. Chaque témoin, chaque preuve matérielle s'ajoutait au tableau accablant d'un homme ayant prémédité et exécuté ses crimes avec une précision chirurgicale. Mais ce fut le témoignage d'Emma Reynolds, désormais âgée de 11 ans, qui marqua un tournant décisif dans le procès. La jeune fille, vêtue d'une robe bleue simple, ses cheveux auburn attachés en queue de cheval, fit face à la cour avec un courage qui impressionna jusqu'aux journalistes les plus aguerris. À la demande d'Ortiz, un paravent avait été installé pour qu'Emma n'ait pas à regarder directement Miller. Sa voix, amplifiée par le microphone, était claire et assurée lorsqu'elle relata les événements de ce matin fatidique. « Il a dit qu'il était un ami de ma maman », témoigna-t-elle. « Il m'a montré l'application sur son téléphone. J'ai su que quelque chose n'allait pas quand il a insisté pour que je vienne tout de suite, sans appeler ma mère. » Emma décrivit ensuite sa tentative d'appel, l'intrusion de Miller dans la maison, son enlèvement, et enfin sa fuite miraculeuse dans le parking du supermarché. À aucun moment sa voix ne trembla, bien que des larmes silencieuses coulaient parfois sur ses joues. « Peux-tu nous dire pourquoi tu es sûr que l'accusé est bien l'homme qui t'a attaqué ?» demanda doucement Ortiz. Emma prit une profonde inspiration. Je n'oublierai jamais son visage, surtout ses yeux. Ils étaient vides, comme s'il n'y avait personne derrière. Le contre-interrogatoire de maître Paxton fut bref et prudent. Conscient de l'impact négatif que pourrait avoir une attaque trop frontale contre une enfant traumatisée, il se contenta de souligner les conditions stressantes de l'événement et la possibilité d'une confusion.
N'est-il pas vrai qu'il faisait encore sombre ce matin-là, que tu étais terrifié, que tu n'avais jamais vu cet homme auparavant ?» demanda-t-il avec une douceur calculée. « Oui, j'avais peur, » admit Emma. « Mais je l'ai vu clairement quand il est venu à la porte. Il y avait de la lumière. Je suis sûr que c'est lui. » Cette certitude, combinée aux preuves scientifiques, affaiblissait considérablement la stratégie de la défense, qui reposait principalement sur la remise en question de la fiabilité des témoignages et des nouvelles technologies d'investigation. À la fin de la 3e semaine, Maître Paxton joua sa dernière carte, la santé mentale de son client. Il appela à la barre le docteur Leonard Hoffman, psychiatre renommé spécialisé dans les troubles dissociatifs. « Monsieur Miller présente les signes caractéristiques d'un trouble de la personnalité schizoïde avec des épisodes dissociatifs, témoigna Hoffman. Durant ces épisodes, il peut agir sans pleine conscience de ses actes, guidé par des impulsions qu'il ne contrôle pas entièrement. Cette tentative d'établir une responsabilité diminuée fut rapidement contrée par l'expert de l'accusation, le docteur Simone Renier, psychiatre judiciaire qui avait évalué Miller à plusieurs reprises. Les troubles de M. Miller, bien que réels, n'altèrent en rien sa capacité à distinguer le bien du mal ou à comprendre les conséquences de ses actes, affirma-t-elle. Les preuves démontrent une planification minutieuse, des efforts systématiques pour éviter la détection et des tentatives délibérées d'effacer les preuves. Ces comportements sont incompatibles avec un état dissociatif et indiquent au contraire une pleine conscience et un contrôle de ses actions. Plus damnable encore pour la défense, le docteur Renier présenta des extraits du journal intime de Miller, découvert dans un coffre-fort numérique sur son ordinateur. Bien que codées et fragmentaires, ces notes révélaient une fascination morbide pour la notion de meurtre parfait et une volonté d'expérimenter le sentiment de pouvoir ultime que procurerait le fait de décider qui vit et qui meurt. Au terme des plaidoiries finales, le jury se retira pour délibérer. Contrairement aux attentes de nombreux observateurs qui anticipaient des jours de discussion étant donné la complexité de l'affaire, le verdict fut rendu en moins de 7 heures. Le 8 octobre 2018, dans une salle d'audience plongée dans un silence absolu, le président du jury se leva pour annoncer la décision. Sur les 6 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, nous déclarons l'accusé coupable. Un murmure traversa l'assistance, rapidement contenu par les huissiers. Sur le chef d'accusation de tentative de meurtre sur mineur avec préméditation, nous déclarons l'accusé coupable. Des sanglots étouffés s'élevèrent du côté des familles des victimes. Vanessa Reynolds, la mère d'Emma, serra sa fille contre elle, les yeux fermés, comme si un poids immense venait d'être retiré de ses épaules. Miller, lui, ne manifesta aucune réaction visible. Son visage resta de marbre, ses yeux fixés sur le même point invisible que depuis le début du procès. 2 semaines plus tard, le 22 octobre, eut lieu l'audience de détermination de la peine. Les proches des victimes eurent l'opportunité de s'adresser au tribunal et à l'accusé. Tour à tour, ils évoquèrent les vies brisées, les projets anéantis, le vide insurmontable laissé par la perte d'un être cher. Michael Crawford, qui avait perdu son père, sa sœur et son neveu lors de la tuerie du Cracker Barrel, s'adressa directement à Miller. « Vous nous avez pris 3 générations d'une famille en quelques secondes, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Nous ne saurons jamais pourquoi. Peut-être que vous ne le savez pas vous-même, mais sachez que malgré la douleur que vous avez causée, nous continuerons à vivre et à honorer leur mémoire. » Emma Reynolds, qui avait insisté pour être présente malgré les réticences initiales de sa mère et des psychologues, fut la dernière à s'exprimer. « J'avais très peur de vous, » dit-elle simplement, fixant Miller pour la première fois. « Maintenant, je n'ai plus peur. Vous ne pouvez plus faire de mal à personne. » Puis ce fut au tour de Miller de s'adresser à la cour s'il le souhaitait. Après un long silence, il se leva lentement. « Je n'ai rien à dire, » déclara-t-il d'une voix monocorde, « sauf que vous ne comprendrez jamais. » Mais le juge Harrison prononça alors la sentence. 6 peines consécutives de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les meurtres, plus 25 ans pour la tentative de meurtre sur Emma.
Une peine qui garantissait que Darren Miller passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Aucune sentence ne pourra jamais réparer le mal que vous avez causé, conclut le juge. Mais la justice, dans sa forme imparfaite mais nécessaire, a été rendue aujourd'hui. Dans les jours qui suivirent, Kalamazoo entama véritablement son processus de guérison. Un mémorial permanent fut inauguré sur la place centrale, portant les noms des 6 victimes et une citation choisie par leur famille. Leur lumière continue de briller dans nos cœurs et nos mémoires. L'affaire du fantôme de Kalamazoo devint un cas d'étude dans les académies de police à travers le pays, illustrant l'importance des nouvelles technologies dans la résolution des crimes complexes et le pouvoir du témoignage humain, même celui d'une enfant. Quant à Emma Reynolds, elle retourna progressivement à une vie aussi normale que possible. Soutenue par sa famille, des thérapeutes dévoués et une communauté bienveillante, elle trouva la force de transformer son traumatisme en résilience. 3 ans après les événements, elle créa, avec l'aide de sa mère, une fondation visant à soutenir les enfants victimes de violences et à promouvoir leur guérison psychologique. « Je ne serai jamais seulement une victime », déclara-t-elle lors de l'inauguration de la fondation. « Ce qui m'est arrivé fait partie de moi, mais ne me définit pas. Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons de faire avec notre histoire. » Cette philosophie, venant d'une adolescente qui avait regardé la mort en face et survécu pour raconter son histoire, résonnait comme un message d'espoir dans une ville qui avait connu les profondeurs de la terreur et trouvé, finalement, le chemin vers la guérison et la justice. L'affaire Miller était close, mais son impact continuait de se faire sentir. Elle avait révélé la vulnérabilité de nos communautés modernes face à la violence aléatoire, mais aussi notre capacité collective à y faire face, à innover et à nous soutenir mutuellement. Une leçon douloureuse mais essentielle pour Kalamazoo et bien au-delà.